Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors on te reçoit ce soir pour la parution de ton livre aux éditions La Découverte, dans la collection d'économie politique qui s'appelle Chine, États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. C'est un livre qui est vraiment passionnant, qui est une sorte de vaste tentative de synthèse des relations entre la Chine et les États-Unis, et qui me semble possible de regrouper en 4 grandes directions qu'on va essayer de déployer pour cet entretien. Donc la première, ça serait vraiment une analyse en termes de lutte de classe interne aux pays eux-mêmes, tant lutte de classe interne aux États-Unis que lutte de classe interne à la Chine, et puis comment est-ce que cette lutte de classe et les crises économiques qui y sont liées, évidemment, ont participé à la volonté des États-Unis de créer ce que tu appelles une solution spatiale, et qui est la mondialisation elle-même. La deuxième, et la troisième et la quatrième, ce sont en quelque sorte les conséquences de ça, c'est-à-dire une lecture en termes de politique monétaire, un troisième axe en termes d'infrastructure, particulièrement commerciale et technologique, et enfin un quatrième axe, qui est une lecture des termes militaires, dans le sens d'abord du soft power, où il s'agirait d'abord de gagner les cœurs et les esprits, mais aussi celui de la guerre au sens propre, avec la militarisation de plus en plus intense de l'Indo-Pacifique. Alors la première question qu'on aurait à te poser, ça serait évidemment de revenir sur le premier point, c'est-à-dire l'origine de la mondialisation que tu qualifies de fabrication américaine. Pourquoi selon toi les États-Unis ont-ils fabriqué la mondialisation? Quels intérêts ils ont eu à faire ça? Et puis tu pointes le rôle particulier de la commission trilatérale, dont voilà, peut-être tu peux expliquer également ce que c'est, dans la volonté de créer cette mondialisation. Alors, pour comprendre le monde dans lequel on vit et aussi les tensions qui le traversent, parce que les tensions sont actuellement très, très, très vives, on peut penser aux sanctions financières, à la bataille des technologies, à la course à l'armement, plein d'événements qui se déroulent à la fois entre la Chine et les États-Unis, mais qui impactent aussi très directement le reste du monde, y compris la France. Pour comprendre cette configuration, il m'a semblé effectivement important de revenir à la racine, en quelque sorte, de cette dynamique. Et cela me semble particulièrement important puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de commentateurs, que ce soit des experts, des intellectuels, des chercheurs, qui considèrent que finalement, la mondialisation, ça fonctionnait bien jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et puis, il y avait tout d'un coup des décideurs politiques qui accordaient plus d'importance à la géopolitique qu'à l'économie mondiale. Donc, il y aurait en quelque sorte cette opposition-là. Et donc, certains disent c'est avec le premier mandat de Donald Trump que ça a commencé. D'autres disent non, c'est plutôt la faute de Xi Jinping. Donc, on a là une compréhension aussi très individualisante. Alors que moi, ce que je montre dans le livre, c'est qu'en réalité, les conflits sont antérieurs au mandat de ces dirigeants-là, ce qui signifie aussi que les tensions et la rivalité entre la Chine et les États-Unis vont perdurer au-delà de leur mandat individuel. Et donc, il s'agit de comprendre cette dynamique-là. Donc, il s'agit de comprendre en quelque sorte les rivalités entre la rivalité entre la Chine et les États-Unis de manière beaucoup plus structurelle en quelque sorte. Et pour produire une telle analyse, évidemment, il faut venir en quelque sorte au début de la mondialisation, puisque c'est de l'intérieur même de la mondialisation que la Chine a pu connaître sa montée en puissance. Et c'est là d'ailleurs un des arguments un peu importants du livre, c'est que finalement, le fonctionnement du capitalisme mine la mondialisation. Aujourd'hui, on entend parler de démondialisation, les différentes guerres commerciales ou autres conflits sont aussi souvent interprétés dans ce sens-là. Mais ce qui me semble vraiment fondamental, c'est que, en réalité, le paradoxe de la Chine, en quelque sorte, c'est que, en devenant capitaliste, la Chine a été contrainte de saper le processus même qui lui a permis sa montée en puissance, à savoir la mondialisation. Et alors quand je dis mondialisation, je parle de la mondialisation réellement existante, c'est-à-dire un processus sous supervision américaine. Et donc la Chine
évidemment, elle n'est pas du tout opposée à l'idée même de marché mondial capitaliste en tant que tel. Ce qui lui pose problème, c'est que actuellement, ce marché mondial est sous supervision américaine et elle, eh bien, il déploie toute une série de stratégies dont on parlera, visant à mettre en place ou à réaliser une réorganisation sinocentrée de la mondialisation. Et alors, une fois qu'on a dit ça, il s'agit de comprendre pourquoi le capitalisme, enfin, pourquoi la mondialisation serait sous supervision américaine. Et là, on revient donc nécessairement au début de la fabrication de la mondialisation, puisque la mondialisation n'est pas un processus naturel, c'est un processus qui a été impulsé par des décisions politiques qui elles-mêmes répondent directement à la crise de suraccumulation qu'ont connue les États-Unis dans les années 60-70. Donc c'est effectivement le point de départ de mon livre, les rapports de force, les enjeux de classe qui entourent ce moment de crise, mais aussi les problèmes d'accumulation plus d'un point de vue technologique, la baisse de l'efficience du capital. Voilà, il y a une sorte de faisceau de phénomènes qui se conjuguent dans les années 60 et qui produisent une baisse du taux de profit des sociétés américaines et qui elle-même va déboucher sur une crise, et la crise va être le moment où les décideurs américains, pour détailler pour quelles raisons exactes, les décideurs américains se disent « Ah, là, il faut qu'on change, le Fordisme, ça ne tient plus, il faut qu'on trouve autre chose. » Et cette nouveauté, eh bien, c'est l'idée de fabriquer un véritable marché mondial. C'est donc le début du processus de construction de la mondialisation. Et alors, quand je dis mondialisation sous supervision américaine, là, je m'appuie sur une série de travaux en économie politique internationale. Et évidemment, ça ne veut pas dire que les États-Unis contrôlent tout. Donc, c'est pas une sorte de vaste complot. Mais ce qu'il s'agit de bien comprendre, c'est que les États-Unis impulsent des dynamiques et interviennent comme pompiers en chef quand il y a des crises. Et souvent, les moments de crise dans les pays de la périphérie du capitalisme mondial sont utilisés, notamment par le Trésor américain, pour pousser encore un peu plus loin la libéralisation commerciale, la libéralisation financière, donc pour renforcer en quelque sorte encore l'édifice de la mondialisation. Et alors, quel est le rôle de la commission trilatérale ou d'autres organes de planification politique dans tout ça ? Eh bien, pour le dire un peu rapidement, ces organes-là sont en quelque sorte des instances de réflexion sur le devenir de moyen terme du capitalisme mondial. Donc ils lancent des idées, ils les suggèrent auprès des décideurs politiques américains, mais aussi auprès de décideurs ouest-européens ou japonais. Donc ils sont en quelque sorte un peu les cerveaux qui ne disent pas forcément ce qu'il faut faire concrètement d'une minute à l'autre, mais qui ont en quelque sorte une conception du monde et que régulièrement dans leurs échanges avec des décideurs politiques, eh bien, ils la promeuvent. Alors, l'un des axes que tu mets en avant, c'est évidemment le rôle des traités de libre-échange, notamment à partir des années 90, avec la fondation de l'OMS, de l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale du commerce. Et tu dis, oui, alors c'est vrai que tu ne personnifies pas Trump, voilà, mais quand même on a l'impression que les mandats Clinton ont l'air d'avoir été déterminants dans ce processus de création de la mondialisation. Comment est-ce que cette idée, au fond, s'est imposée, qui est quand même relativement étrange, que la prospérité intérieure dépendait majoritairement de la politique étrangère. Tu dis par exemple que les profits étrangers dans leur totalité représentent en moyenne 67% des profits nationaux, ce qui fait quand même beaucoup. Donc comment est-ce qu'à l'intérieur même de l'administration, les mandats Clinton ont l'air d'avoir été particulièrement importants, comment est-ce que cette idée-là s'est imposée de manière plus précise ? Il me semble que tout d'abord il faut préciser le rapport entre l'État et le capital. C'est une question clé. Et ce qu'on peut dire sur le rapport entre les deux, c'est qu'il y a une sorte d'interdépendance structurelle. Je ne vais pas la développer dans tous les détails, pour regarder dans le livre, mais rien que pour comprendre pourquoi l'État a tendance à mener des politiques qui
sont favorables à l'accumulation du capital. Il faut revenir aux conditions d'existence de l'État en tant que tel. Il faut s'intéresser à la reproduction de l'État. Et la reproduction de l'État fonctionne quand la conjoncture est bonne. Parce que pour que l'État puisse exister, il faut qu'il soit en mesure de prélever des impôts, ou alors, à défaut, de s'endetter. Et les deux sont fonction d'un processus d'accumulation plutôt dynamique. Donc l'État, en quelque sorte, a un intérêt propre pour mener des politiques favorables au capital. Mais alors, une fois qu'on a dit ça, évidemment c'est très important parce que c'est ça qui structure la relation entre l'État et le capital, eh bien on ne sait toujours pas exactement pourquoi les États-Unis, par exemple, eh bien, basculent d'un modèle Fordiste plutôt orienté vers la consommation intérieure, vers la construction de la mondialisation. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce basculement qui s'est opéré dans les années 70 ? Et là, eh bien, il y a en quelque sorte les rapports entre classes sociales qui interviennent. On peut concevoir le Fordisme comme une sorte d'arrangement asymétrique, évidemment, entre une partie du travail aux États-Unis et la fraction nationale du capital américain. Et je raisonne pas mal en termes de fraction du capital parce que, certes, il y a en quelque sorte l'antagonisme fondamental entre le travail et le capital, mais pour connaître en quelque sorte les stratégies exactes poursuivies par le capital à un moment donné, mais il faut regarder un peu à l'intérieur du capital comment les choses se passent. Et donc, le Fordisme, une sorte d'arrangement asymétrique entre une partie du travail et la fraction nationale du capital. La fraction nationale du capital, c'est celle qui réalise l'essentiel de ses profits à travers la consommation sur le territoire national. Et donc, ça ne fonctionne plus à partir des années 60, le taux de profit baisse, et ça entraîne une crise économique majeure. Et quand on dit crise économique majeure, évidemment, c'est un ralentissement qui est aussi problématique pour l'État, parce que précisément, il rencontre des difficultés à assurer sa propre reproduction. Et dans cette situation de crise économique, qui devient par extension une crise de gouvernabilité en quelque sorte, eh bien, les décideurs étatiques se mettent à la recherche de nouvelles idées pour trouver du dynamisme économique. Et là, on a une autre fraction du capital américain qui, pendant le Fordisme, menait plutôt une existence un peu plus secondaire, qui, elle, va dire, nous, on a une super idée. On pourrait créer un marché mondial, et nous, c'est essentiellement les firmes multinationales et les grandes banques. Et nous, ça nous arrange, parce que de toute façon, c'est déjà un peu comme ça qu'on fait. Et donc, si on libéralise sur le plan financier, si on met en place des traités de libre-échange, eh bien, ça nous faciliterait le fait de générer des profits à l'étranger. Et donc, les décideurs étatiques à Washington se disent « Ah ouais, ça a l'air pas mal, ça a l'air crédible ». Et en plus, ça propose une rupture quand même radicale avec ce qui préexistait. Donc, ça semble tout à fait porteur. Et donc, à partir de là, effectivement, on a donc cette fraction transnationale du capital qui est incarnée, entre autres, par la commission trilatérale, mais en réalité, il y a plein d'autres organismes comme celui-là, donc même si dans la recherche, le rôle de cet organisme-là a été particulièrement souligné, mais il y a d'autres organes de ce type-là qui sont en quelque sorte les représentants des grandes sociétés financières et non financières, donc des multinationales, pour le dire simplement, et qui, formulent donc des idées, et l'État américain, par son propre intérêt, trouve que c'est des bonnes idées. Et donc, ça varie un peu l'influence du capital transnational quand on regarde les analyses de réseaux sociaux, des réseaux sociaux, parce qu'on a de superbes analyses de ce type-là. C'est une méthode scientifique qui s'est développée ces dernières années. Eh bien, on voit qu'effectivement, le capital transnational est très présent au sein de l'appareil d'État américain à partir des années 70, mais avec quand même une certaine variance. Typiquement au début du mandat de Ronald Reagan, qui est pourtant considéré comme quelqu'un de particulièrement libéral, mais là, en réalité, la fraction transnationale était peu présente et plutôt mécontente. Donc tout n'est pas linéaire, mais il est vrai qu'après les premières années de Reagan, eh bien, là, les affaires sont pliées, c'est vraiment
les intérêts du capital transnational américain qui sont très très activement poursuivis aussi par l'État américain. Et donc effectivement, la période de Clinton, elle est particulièrement importante aussi parce qu'elle intervient juste après la fin de la guerre froide, où finalement, en quelque sorte, le dernier obstacle à la création du marché mondial eh bien, venait de s'effondrer. Donc de ce point de vue-là, il y a évidemment des événements politiques qui jouent un rôle important aussi. Mais avant tout, évidemment, ce qui intéresse le capital transnational américain, c'est la Chine. Alors justement, si on passe à la Chine, l'intérêt de ton livre réside justement, à mon avis, dans ta capacité à montrer en quoi la mondialisation, c'est aussi une histoire qui doit être comprise, voire même peut-être essentiellement comprise à l'intérieur de l'histoire économique et politique chinoise. Cependant, il y a une différence que tu notes par rapport aux États-Unis dont on vient de parler, c'est que côté chinois, la participation à la mondialisation se fondait sur l'ambition d'accélérer le développement national. Côté américain, cette participation reflétait la volonté d'échapper à une crise structurelle par une solution spatiale. Donc il n'y a pas exactement les mêmes objectifs. Et le premier point que tu mets en avant dans cette volonté de la Chine, dans cet intérêt de la Chine envers la mondialisation, c'est une tendance libérale au sein du Parti communiste chinois, donc tendance qui est apparemment encore dominante, et qui a remporté la direction du parti après la mort de Mao en 1976. Et alors comment est-ce que cette libéralisation du Parti communiste chinois s'est déroulée ? Et comment là encore les années Clinton ont-elles été une sorte de facteur d'accélération important de cette libéralisation ? Comment ça s'est passé ? Alors on a effectivement cette crise de suraccumulation aux États-Unis, à laquelle les États-Unis répondent donc par cette tentative, par cette solution spatiale, créer le marché mondial. Et la Chine, évidemment, elle est particulièrement intéressante dans cette dynamique-là, parce que c'est un réservoir immense de travailleurs bon marché, et en plus en bonne santé et plutôt bien formés. Donc la Chine est particulièrement intéressante et peut être source de profit tout à fait considérable. Mais ce n'est pas parce que les États-Unis essaient de trouver une solution à leur crise de suraccumulation que la Chine fait exactement ce que veulent les États-Unis. Et là, il convient de s'intéresser à la trajectoire de la Chine en tant que telle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60-70, la Chine elle-même est aussi en crise. Alors c'est une crise d'une nature tout à fait différente, puisque le système socio-économique est très différent, mais c'est une crise qui se manifeste par des problèmes d'approvisionnement, par exemple. Et effectivement, si la population a du mal à accéder à la nourriture, c'est très déstabilisant sur le plan politique. Donc c'est une occasion, en quelque sorte, au sein du Parti communiste chinois, de rejouer en quelque sorte des batailles internes. Et il se trouve que depuis la révolution de 1949, existe effectivement une fraction libérale au sein du Parti communiste chinois qui raisonne plus en termes d'accélération du développement économique national comme objectif. Donc son objectif n'est pas le communisme, son objectif c'est tout simplement de devenir une économie plus prospère. Et partant de là, cette fraction libérale estime que le marché peut être tout à fait un outil pour atteindre cet objectif. Et comme là, c'est en quelque sorte les années 60-70 sont la crise du maoïsme, eh bien c'est une occasion que la fraction libérale ne loupe pas. Elle prend donc le pouvoir au sein du Parti communiste chinois. Et donc on a une sorte de concordance, entre des capitalistes américains et des communistes chinois, une sorte d'alliance de circonstances. Donc ils sont d'accord tous les deux pour que la Chine rejoigne la mondialisation en construction, évidemment de façon tout à fait subordonnée. Donc il y a un accord sur ce qu'il convient de faire dans l'immédiat, mais effectivement les motivations sont très différentes. Donc les capitalistes américains, eux, veulent rétablir leur rentabilité, alors que les communistes chinois, sous l'égide de leur fraction libérale, eux veulent accélérer le développement économique national. Alors les deux objectifs pouvaient tenir ensemble pendant un certain temps, dans les années 80 et 90, mais dès les années 2000, en réalité, eh bien, cette symbiose transpacifique se transforme de plus en plus en tension.
Et ces tensions donc, apparaissent dès les années 2000, donc bien avant Trump, bien avant Xi Jinping. Mais donc, voilà, là j'ai été très rapide, il y aurait des choses plus détaillées à dire sur la trajectoire chinoise, mais effectivement, dans un premier temps, il y a une sorte de lune de miel transpacifique qui semblait arranger tout le monde, mais ça n'a pas duré. Oui, tu parles par exemple d'un retour sur investissement de 33% pour les Américains, notamment avec l'exemple de Foxconn, alors que je connaissais pas. Et c'est l'occasion pour toi d'introduire un concept que j'ignorais aussi, qui s'appelle le concept de chaîne globale de valeur, alors sur lequel on va revenir beaucoup. Mais peut-être que c'est un des moments où tu pourrais nous introduire à ce concept de chaîne globale de valeur, parce que ça va avoir des importances à peu près majeures sur à peu près C'est central, oui. Oui, la première chose à dire, c'est que ici, tout le monde connaît la désindustrialisation. La désindustrialisation renvoie tout simplement à l'idée qu'il y a des entreprises, des usines qui ferment et que ces usines sont déplacées ailleurs. Mais ce qu'on ne voit pas quand on raisonne en termes de désindustrialisation, même si c'est évidemment une réalité, c'est qu'on ne sait pas sous quelle forme, de quelle manière ces entreprises sont ouvertes ailleurs. Et pourtant, ça joue un rôle assez important quand on veut comprendre le capitalisme à l'échelle mondiale. Et c'est là qu'interviennent les chaînes globales de valeur. Les chaînes globales de valeur sont une manière d'organiser la production à l'échelle mondiale en la découpant en plusieurs étapes. Donc, toutes ces étapes qui auparavant étaient réalisées dans une seule et même usine, en réalité, maintenant sont découpées en petits morceaux et chaque fournisseur, en quelque sorte, dans un pays sous-développé, va occuper un segment de la production et le tout est chapeauté et coordonné par une entreprise multinationale, la plupart du temps américaine, mais il y a aussi des entreprises multinationales européennes qui font ça. Et donc, on a dans cette chaîne globale de valeur plusieurs sortes de divisions du travail, plusieurs tâches qui sont réalisées et à la fin, il y a une usine qui assemble le tout et puis le produit final, il est là et il va être exporté. Mais ces chaînes globales de valeur sont aussi à une construction hiérarchique. Donc on a à la tête ce qu'on appelle les firmes leaders, qui sont donc les multinationales américaines, européennes ou autres. Et c'est elles qui décident comment se passe concrètement la division du travail au sein de la chaîne. Donc il y a un fournisseur en Chine, un fournisseur à Taïwan, un autre au Vietnam, et ainsi de suite. Et la firme leader, eh bien, il coordonne le tout. Mais elle ne fait pas seulement la coordination, au passage, c'est elle qui s'approprie l'essentiel de la valeur ajoutée créée au sein de la chaîne globale de valeur. Et elle peut le faire grâce à deux mécanismes, pour être un peu schématique. Le premier, c'est son contrôle monopolistique sur les technologies clés. Donc, les technologies les plus importantes, qui sont les plus prometteuses, les plus fortes enfin les plus importantes tout simplement, eh bien elles restent sous contrôle assez étroit des firmes leaders. Donc ça c'est une chose. Et puis les firmes leaders, généralement, contrôlent aussi l'accès aux consommateurs finaux. Et tout le reste, donc la production en tant que telle, en quelque sorte, eh bien, elle est déléguée à des entreprises voilà, dans le reste du monde et essentiellement, effectivement, en Chine. Et donc, les relations qui vont se nouer entre les États-Unis et la Chine à partir des années 80 sont essentiellement des relations de chaîne globale de valeur où on a une entreprise leader qui a son siège aux États-Unis et qui va coordonner la production de ses sous-traitants en Chine. Et alors ce qui est particulièrement important, là, du point de vue de la rentabilité, parce que c'est quand même ça qui intéresse essentiellement les entreprises capitalistes, c'est que c'est une idée assez géniale de faire comme ça, parce que en déléguant l'essentiel de la production à des sous-traitants, eh bien l'entreprise leader fait des économies tout à fait considérables sur l'investissement. Sa dépense de capital, elle se réduit parce que tout simplement les usines en Chine où elle a ses sous-traitants eh bien, ont été construites par le sous-traitant. C'est lui qui fait ces dépenses-là. Et c'est formidable parce que si on estime que le taux de profit
c'est précisément les profits rapportés à l'investissement. Eh bien, si le dénominateur est réduit de façon significative, eh bien, mécaniquement, les profits augmentent. Et ça, c'est qu'un des aspects. Et donc, on se retrouve effectivement dans une situation où les profits, tu l'as évoqué tout à l'heure, les profits réalisés par des sociétés américaines en dehors du territoire américain augmentent de manière très très significative à partir des années 80. Et donc là, on a une illustration de l'importance de la mondialisation pour la santé économique des entreprises les plus importantes aux États-Unis. Dans la description que tu fais de la chaîne globale de valeur, tu explicites la division du travail, mais tu as aussi un peu évoqué une division géographique au sein de cette chaîne globale de valeur. Or, il y a un truc un peu contre-intuitif quand on y pense, parce qu'on pourrait croire que ça serait plus rationnel pour la production d'un produit, de centraliser la production des composants dans un même espace géographique, et pourtant tu dis que c'est assez réparti, quoi, c'est segmenté entre différents pays. Et c'est quoi l'intérêt du coup ? L'intérêt principal des chaînes globales de valeur, c'est évidemment l'accès au travail pas cher. Donc pour moi, c'est essentiellement et fondamentalement une question d'exploitation. Mais ça je comprends bien oui, le fait d'avoir un pays sous-développé. Ça ajoute que on peut se demander pourquoi on va aussi loin. Et là, il y a des aspects technologiques qui jouent. Le transport maritime est devenu très peu cher au cours des années 50-60. Donc il y a une sorte de condition de faisabilité qui a été réalisée. On peut facilement produire à plusieurs endroits totalement à l'autre bout du monde, parce qu'en réalité, le transport des biens intermédiaires d'un endroit à l'autre ne coûte pas très cher. Et ça permet du coup d'accéder à cette main-d'œuvre bon marché. Donc il y a cet aspect-là, évidemment, qui rend faisable les chaînes globales de valeur. Et puis, au-delà de ça, évidemment, il faut toujours comprendre aussi que la mondialisation, elle est intéressante pour le capital, parce qu'elle permet de comparer les réglementations, la protection du travail, les réglementations environnementales d'un pays à l'autre. Et donc, segmenter le processus de production permet aussi de cibler quel processus doit être fait dans quel pays. Parce qu'il y a certaines étapes de la production qui sont par exemple plus polluantes que d'autres. Mieux vaut installer ce segment dans un pays qui ne regarde vraiment pas cet aspect-là. Alors que d'autres segments de la production exigent une main-d'œuvre un peu plus formée. Donc là, il faudrait plutôt aller dans un pays sous-développé, mais où le niveau d'éducation n'est pas trop mauvais. Et donc comme ça, c'est vraiment, on choisit un peu. Là, justement, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu as beaucoup abordé le spectre de la rivalité économique et des enjeux économiques, notamment entre la Chine et les US. Mais il y a aussi le cadre normatif et le cadre juridique qui est déterminant dans la rivalité qui les oppose. Est-ce que ça, tu pourrais expliciter ou pas en quoi il y a une bataille juridique, peut-être informelle, qui est livrée? La première chose, c'est que ce qui rend intéressant la mondialisation, c'est du point de vue des sociétés multinationales, c'est qu'on peut exploiter des différences entre différents pays. Donc c'est pas du tout le monde qui devient plat et que tout est homogénéisé. Au contraire, la mondialisation, c'est l'exploitation des différences en faveur de l'accumulation. Donc ça, c'est la première chose. Et donc là, il y a évidemment une question de réglementation, de droit qui intervient déjà à ce stade-là. Mais ensuite, il y a aussi des batailles qui sont de l'ordre juridique, qu'on voit maintenant et qui jouent un rôle important à l'heure actuelle. Mais ça, c'est en quelque sorte seulement la conséquence de la montée en puissance de la Chine, sur laquelle il faudrait peut-être dire quelques mots avant qu'on développe cet aspect. Justement, J'ai dit d'accord. Justement, une des questions que je voulais te poser, c'est si on arrive à l'actualité un peu aujourd'hui, donc la crise de 2008 a produit une baisse considérable de la productivité chinoise, et ce que tu montres dans ton bouquin, c'est que plutôt que d'opter pour un repli sur son marché intérieur, ce qui pourrait sembler logique étant donné la population, la démographie énorme de la Chine, la Chine a décidé de réagir en augmentant encore les exportations. Donc comment expliquer le fait que... Comment expliquer ça, grosso modo, cette solution de la Chine
la manière dont elle a répondu tant à 2008 qu'ensuite au Covid aussi, qui est quand même quelque chose, si son économie est basée sur les exportations, le Covid a dû l'impacter particulièrement. Comment est-ce que la Chine a réussi à répondre à ces deux crises ? La manière dont la Chine s'est insérée dans la mondialisation, elle est assez déterminante pour comprendre ça. Donc, la Chine, pays sous-développé dans les années 80, donc un fournisseur de travail pas cher. Et ce qui est intéressant, c'est que elle peut produire donc pour pas très cher. Et ça intéresse en particulier les multinationales américaines, mais aussi ouest-européennes, parce que, en réalité, c'est aussi une manière de stabiliser politiquement les États-Unis ou même l'Europe de l'Ouest. Parce que ce qui se passe en même temps qu'il y a la mondialisation, c'est aussi la transformation néolibérale à l'échelle domestique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe de l'Ouest. Et un des aspects de la transformation néolibérale, c'est que on a une sorte de transfert des richesses des grandes masses vers des petites poignées de personnes très riches. Et à partir de là, se pose un problème macroéconomique. C'est que comment est-ce que la population va pouvoir continuer à consommer si les capacités de consommation sont plafonnées, si les inégalités augmentent. Et la manière de faire face à cette difficulté-là, c'est d'importer des biens de consommation un peu chers depuis un pays à faible salaire. Donc, l'accès au travail pas cher en Chine était une sorte de gage de stabilité politique aux États-Unis. Donc ça, c'est la première chose. Mais du coup, il était important pour les multinationales américaines actives en Chine, il était important de maintenir un peu ces prix tout à fait compétitifs. Et en même temps, les dirigeants chinois voient bien que c'est effectivement à travers des exportations de plus en plus importantes que des taux de croissance tout à fait considérables peuvent être enregistrés année après année pendant plusieurs décennies. Et donc, se met en place effectivement un régime d'accumulation extraverti en Chine. Donc, il y a de la croissance économique, mais qui est très fortement portée par la consommation envoyée à des consommateurs à l'étranger. Donc, c'est comme ça que la Chine s'insère dans la mondialisation, et on peut très bien l'observer avec des données macroéconomiques. Il y a quelques graphiques dans le livre qui expliquent ça, j'espère, de manière suffisamment pédagogique, qui affichent, par exemple, que le taux de consommation de la Chine, il chute très fortement, très violemment, depuis les années 80, ce qui est précisément une illustration du fait que ce qui est produit en Chine n'est pas intégralement consommé en Chine, et même est de moins en moins consommé en Chine de façon relative. Et donc la Chine a ce régime d'accumulation extraverti, qui d'ailleurs, donc dès les années 2000, va générer un peu des tensions avec les États-Unis, parce qu'il y a des secteurs aux États-Unis qui disent « Non mais là, on a constamment un déficit commercial avec la Chine, et ils nous volent nos technologies, ils ne jouent pas selon les règles, donc on a déjà des premières tensions dès les années 2000. Et ensuite arrive effectivement la crise de 2007-2008, et qui démarre aux États-Unis, mais atteint la Chine assez rapidement, justement par le canal des exportations. Parce que si c'est la crise aux États-Unis, où la production chinoise est largement consommée, nécessairement, ça impacte la production en Chine aussi. Il n'y a plus de consommateurs, toutes des usines qui ferment, le chômage qui augmente. Et donc là, face à ça, ce que fait la Chine, c'est qu'elle décide de mettre en place un plan de relance. Une mesure tout à fait classique pour un pays capitaliste. Et cette relance, en réalité, va encore agrandir les surcapacités de production, va agrandir la suraccumulation. Et d'ailleurs, là, cette année, en tout cas en début d'année, on a beaucoup entendu parler des surcapacités chinoises. Mais en fait, les surcapacités chinoises, elles sont là depuis plus de 20 ans, elles sont là depuis près de 30 ans. Ça n'a jamais dérangé personne. On pourrait expliquer pourquoi maintenant ça gêne, mais je reviens à mon argumentation. Donc avec la crise financière, le plan de relance de la Chine, eh bien là, la Chine augmente encore sa suraccumulation et rend donc encore plus nécessaire l'extraversion, l'exportation de biens et surtout, maintenant aussi, l'exportation de capitaux.
Donc en Chine, en quelque sorte, les autorités essaient de mettre en place une solution spatiale comme les États-Unis l'ont fait dans les années 70. Le problème, c'est que, eh bien, en 2010, 2012, eh bien, le marché mondial a déjà été créé et il est sous supervision américaine. Donc les Chinois ne peuvent pas pleinement faire ce qu'ont fait les États-Unis parce que, précisément, ils ne peuvent pas contrôler les infrastructures du marché mondial tel que les États-Unis ont pu le développer à partir des années 70. Et donc là, les tensions entre la Chine et les États-Unis, évidemment, sont sur une ligne de confrontation. Enfin, les tensions sont exacerbées, les deux pays sont sur une ligne de confrontation encore plus forte. Donc la tendance qu'on observe déjà depuis les années 2000 se renforce avec cette crise-là. Et donc la Chine est effectivement encore très fortement extravertie, ce qui précisément va l'inciter à lancer toute une série de projets visant à réorganiser le marché mondial. Et la manière dont je rends compte des tentatives chinoises de réorganiser le marché mondial, c'est en raisonnant à partir des infrastructures. Et quand je dis infrastructures, je ne pense pas seulement aux infrastructures physiques comme les routes ou les barrages. J'ai une vision un peu plus large. J'inclus en quelque sorte dans les infrastructures tout ce qui facilite la circulation des marchandises. Et donc il y a aussi un focus sur les infrastructures techniques, les infrastructures numériques, les infrastructures monétaires, les infrastructures militaires. Donc ce sont les aspects que je regarde dans le livre parce qu'il me semble que pour comprendre la profondeur et le caractère durable des tensions entre les États-Unis et la Chine, eh bien, il faut regarder les infrastructures. C'est là que les choses se jouent. Donc, ce n'est pas seulement les parts de marché des uns et des autres dans le marché mondial qui comptent, c'est en réalité une bataille pour le contrôle du marché mondial en tant que tel. Et pour contrôler le marché mondial, eh bien, il faut être en mesure d'avoir la main sur les infrastructures. Ce que tu as proposé, moi je veux bien que tu nous expliques pourquoi, à l'heure actuelle, les surcapacités chinoises sont devenues si embêtantes. Alors, ils sont devenus embêtantes parce que la Chine d'aujourd'hui n'est plus sur le plan technologique la Chine d'il y a 30 ans. C'est ça la différence essentielle, me semble. Je reviens aux chaînes globales de valeur. J'ai expliqué tout à l'heure que un des deux leviers centraux permettant aux firmes leaders de s'approprier une part disproportionnée de la valeur ajoutée créée au sein de la chaîne, c'est le contrôle monopolistique des technologies clés. Et la montée en puissance de la Chine, c'est aussi un rattrapage technologique tout à fait spectaculaire. Il y a plusieurs manières d'en rendre compte. Le livre les détaille. Mais gardons tout simplement cette idée de rattrapage technologique spectaculaire qui permet à la Chine même de dépasser, dans certains domaines les plus importants comme les technologies de l'information et de la communication, de dépasser les États-Unis. Et donc, les sociétés chinoises, aujourd'hui, sont en mesure de fabriquer des biens qui sont pourtant, dont les multinationales américaines ou même européennes pensaient que les concurrents chinois n'y arriveraient jamais. Et donc, ils pensaient qu'ils pourraient rester dans cette position confortable où ils contrôlent de manière monopolistique les technologies clés et ça leur permet de rentabiliser sans trop craindre de la concurrence. Et là, ce qu'a fait la Chine, notamment à partir de son plan du développement des technologies indigènes, c'est comme ça que ce plan s'appelle, qui a été introduit en 2006. À partir de ce plan, la Chine déploie une planification technologique assez sophistiquée qui lui a permis, en même pas 20 ans, de concurrencer, voire dépasser dans certains domaines les États-Unis. Et donc, les sociétés chinoises utilisent ces technologies et concurrencent là directement les sociétés multinationales, même les plus performantes, aux États-Unis. Donc, le problème, c'est que, là, il y a une vraie concurrence. Il y a 30 ans, il y avait des surcapacités chinoises, mais c'était que des biens de consommation de faible valeur ajoutée. Donc ça, c'était acceptable. C'était même plutôt pratique parce que ça assurait un apport continu en biens de consommation permettant aux classes populaires des pays occidentaux de continuer à consommer malgré leur appauvrissement relatif.
Aujourd'hui, la situation est différente parce que les sociétés chinoises concurrencent directement le cœur de la rentabilité des grandes sociétés multinationales européennes et américaines. Donc c'est une excellente transition. On en arrive à la question effectivement des infrastructures qui est quand même vraiment importante, et notamment toutes les tentatives de la Chine d'éviter ce que tu appelles les goulets d'étranglement, donc qui est un terme qui revient régulièrement. Et donc effectivement, donc il y a la tentative de la Chine de répondre à sa propre crise, à la crise par elle-même une solution spatiale, comme les États-Unis ont pu le faire, avec la création des nouvelles routes de la soie. Peut-être qu'il faut que tu nous en parles pour ceux qui ne connaissent pas. Mais aussi effectivement la question numérique et notamment la bataille autour des télécommunications va devenir un enjeu majeur et qui est déjà un enjeu majeur, et sur laquelle la Chine bénéficie d'une contingence historique favorable, tu dis. Alors par exemple, comment est-ce que cette bataille, disons, sur le point numérique se traduit sur la question de l'intelligence artificielle, parce que tu dis que la Chine a une croissance énorme sur l'intelligence artificielle, même si les États-Unis restent supérieurs, ou autour de la bataille des puces. Enfin voilà. Et comment est-ce que il y a le conflit comment est-ce que le conflit entre la Chine et les États-Unis se matérialise dans les infrastructures? Très bien. Alors il y a deux choses là. Les infrastructures physiques avec les nouvelles routes de la soie et les infrastructures numériques. Je vais d'abord parler des infrastructures physiques. Et si j'oublie de parler des infrastructures numériques, tu me relances. Donc, les infrastructures physiques, les nouvelles routes de la soie. Les nouvelles routes de la soie font partie des choses que je trouve assez fascinantes. On est dans ce contexte de plan de relance en Chine, suite à la crise de 2007-2008. Et donc, c'est un plan de relance gigantesque, rapporté au PIB national. Le plan de relance chinois est 3 fois plus grand que le plan de relance américain. C'est gigantesque. Et ça va notamment se traduire par donc des capacités de production supérieures qui ne vont pas pouvoir être écoulées sur le marché domestique en Chine. Et donc, partant de là, voilà, on retrouve la solution spatiale. Donc, ce que fait la Chine, c'est qu'elle lance le projet des nouvelles routes de la soie, qui est en réalité en partie une recomposition d'initiatives déjà préexistantes. Néanmoins, elle leur donne un peu un cadre unifié, il y a un label. Et donc ce projet consiste grosso modo en la construction de nouvelles infrastructures dans les pays sous-développés. Et donc il y a des capitaux chinois qui sont débloqués pour construire des ports, pour construire des routes dans les pays en Asie, en Afrique et en Amérique latine notamment. Donc, voilà, exportation de capital. À cela s'ajoute que ces constructions sont souvent réalisées avec des intrants produits en Chine. Donc on peut aussi écouler une partie de la production excessive. Et en plus de ça, eh bien, on chiffre à peu près à 600 000 le nombre de travailleurs chinois qui sont aussi embauchés dans ces projets de construction à l'étranger. Et il est probable que ce chiffre en réalité soit une sous-estimation. Donc c'est de ce point de vue-là une manière d'alléger les problèmes de suraccumulation en Chine qui est pensée de façon tout à fait impressionnante. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est aussi une manière d'assurer à la Chine l'accès à des matières stratégiques. Donc typiquement, on peut penser aux produits miniers, aux produits du sous-sol. Donc ça aussi, c'est une dimension des nouvelles routes de la soie. Et puis à tout ça s'ajoute une dernière dimension qui était effectivement le contournement des goulets d'étranglement sous contrôle américain. Et alors, un de ces goulets d'étranglement, par exemple, c'est le détroit de Malacca, qui est donc un détroit vraiment qui fait seulement 2,8 km à son endroit le plus étroit entre l'Indonésie et la Malaisie. Et cet endroit, il est stratégique parce que c'est par là que passent par exemple 80% des importations de pétrole de la Chine. Tout comme l'endroit, il est stratégique parce que c'est par cet endroit-là que passe l'essentiel des exportations chinoises à destination de l'Europe ou de certains pays asiatiques ou africains. Et d'ailleurs, c'est pas seulement la production chinoise qui passe par
cet endroit-là, mais aussi la production japonaise, sud-coréenne, tout ce qui est à destination de l'Europe. Et quand on dit supervision américaine du capitalisme, eh bien, il y a un volet militaire. Et notamment, l'armée américaine est effectivement très présente dans la région, et donc il est relativement facile pour elle de bloquer ce passage pour la Chine. Donc la Chine se pose la question, mais comment est-ce qu'on peut éviter ces endroits-là, ces points vulnérables? Et donc, c'est là aussi qu'on trouve une autre dimension des nouvelles routes de la soie. Donc les constructions, par exemple, de chemins de fer à travers le Pakistan, entre la Chine et le Pakistan, ou entre la Chine et la Birmanie, sont aussi des moyens pour contourner les goulets d'étranglement sous contrôle américain. Donc en réalité, la solution à la suraccumulation et les questions sécuritaires, en fait, il est même quasiment impossible de les séparer dans le cadre du projet des nouvelles routes de la soie. Et donc, c'est de cette façon-là que la Chine essaie de contourner la supervision américaine de la mondialisation. Évidemment, ça ne plaît pas aux États-Unis. Et ensuite, sur la dimension du numérique. Pour comprendre à quel point là, il y a un défi immense pour les États-Unis, eh bien, il faut comprendre comment fonctionne le processus d'innovation. Et pour comprendre ça, on peut s'appuyer sur une littérature sur les ondes technologiques ou sur les ondes techno-économiques, dont on trouve les racines dans les écrits de Ernest Mandel, de Christopher Freeman, de Carlota Pérez, de Francisco Lusa. Donc, c'est des économistes qui soulignent le fait que dans l'histoire du capitalisme, il y a des périodes différentes en cours desquelles une ou deux technologies clés ont irrigué le reste du fonctionnement de l'économie. Donc il y avait une technologie qui était importante et qui était importante au-delà de son seul secteur parce qu'elle impulsait des gains de productivité partout. Et comme ça relance la machine en quelque sorte. Comme ça donne un nouveau souffle au fonctionnement de l'accumulation du capital. Et donc, dans la deuxième moitié du XXe siècle, grosso modo, on a eu la quatrième onde techno-économique qui reposait essentiellement sur l'automobile et l'électricité. Et puis, vers la fin du siècle, eh bien, c'est le début d'une nouvelle onde, celle des technologies de l'information et de la communication. Et généralement, quand on est dans une même onde, on a une sorte de causalité cumulative. Ce qui signifie que les pays pionniers des technologies clés d'une onde ont de très fortes chances de rester pionniers, précurseurs tout au long de cette onde-là et par conséquent peuvent enregistrer des profits supérieurs. Inversement, pour les pays retardataires, eh bien c'est un peu une spirale descendante. Ils sont des arriérés technologiques permanents tant qu'on reste dans la même onde, dans le même paradigme. Ce qui est intéressant quand on passe d'un paradigme ou d'une onde à l'autre, à la suivante, c'est que là on remet un peu les comptes à zéro. C'est-à-dire que les savoirs des scientifiques, les capacités technologiques, l'utilité des ingénieurs ou des équipements, tout ça perd un peu sa valeur ou très largement et donc ça donne l'occasion à des retardataires de l'onde précédente à se hisser en quelque sorte à la pointe du développement technologique. Et donc ça se passe à la fin du XXe siècle qu'on passe à une nouvelle onde et là, eh bien, ça coïncide avec l'essor de la Chine. Mais là on pourrait se dire, mais il y a plein de pays sous-développés qui n'ont pas su profiter de cette nouvelle onde techno-économique, et c'est vrai, et ça invite à se pencher sur les raisons pour lesquelles la Chine y arrive, et là la planification chinoise joue un rôle essentiel. Et donc, grâce à ces efforts à planifier, la Chine effectivement a pu se hisser à la pointe des technologies de l'information et de la communication, qui sont justement les technologies clés pour l'onde actuelle. Et c'est la raison pour laquelle, justement, on a maintenant la bataille des semi-conducteurs, par exemple. Parce que pour toute une série d'applications industrielles, et entre autres
aussi l'intelligence artificielle, il faut des capacités de traitement de données tout à fait monumentales, et les semi-conducteurs le permettent. Et donc, les États-Unis, ayant parfaitement conscience que la Chine est de plus en plus performante dans ce domaine crucial, eh bien, décident dès 2016, c'est encore sous l'administration Obama, eh bien, de surveiller plus étroitement la Chine et d'envisager des mesures visant à bloquer le rattrapage technologique ou le dépassement technologique par la Chine, donc d'enfermer la Chine en quelque sorte dans une position de retardataire technologique. Et c'est la raison pour laquelle les sanctions technologiques contre la Chine se multiplient, sont de plus en plus larges. Et cette question des semi-conducteurs, d'ailleurs, elle est très liée à Taïwan, puisque Taïwan est le premier producteur mondial de semi-conducteurs. Est-ce que la prise de Taïwan aussi pourrait être justifiée par cette volonté d'avoir le monopole sur la production des semi-conducteurs au niveau global? La question de Taïwan, sous cet angle-là, elle est très intéressante. Effectivement, quand on découpe un peu la chaîne de valeur des semi-conducteurs, on a trois gros segments. On a le segment de la conception, et qui est le segment qui apporte le plus de valeur ajoutée. Ensuite, on a le deuxième segment qui est le segment de la fabrication, qui est intermédiaire en termes de valeur ajoutée. Et puis, il y a le segment de l'assemblage. Et alors, la Chine, traditionnellement, elle assemblait, alors que Taïwan était dans le domaine de la fabrication. Et effectivement, une grande partie des semi-conducteurs, et notamment les semi-conducteurs de pointe, sont exportés depuis Taïwan. Et alors, effectivement, il y a des réflexions sur qu'est-ce que ça signifie du point de vue des tensions entre la Chine et Taïwan, sur une éventuelle volonté chinoise de récupérer Taïwan. Ce qui apparaît dans les discussions, c'est que certains disent, finalement, les Chinois, ils vont pas bombarder Taïwan dans une tentative de récupérer l'île, parce que, eh bien, ça nuirait à la Chine directement, parce qu'elle pourrait plus accéder à ces semi-conducteurs, parce qu'on pourrait supposer que dans le cadre des destructions de guerre, eh bien, les usines de semi-conducteurs taïwanaises seraient aussi concernées. Donc, il faudrait sauvegarder les infrastructures taïwanaises. Donc voilà, donc l'idée c'est qu'en réalité la Chine, eh bien, elle serait un peu freinée dans ses velléités d'intégrer Taïwan dans son territoire, parce qu'il y a le risque de s'affaiblir sur le plan des semi-conducteurs. Et ensuite arrivent les sanctions technologiques américaines. Et une des implications de ces sanctions-là, c'est que les semi-conducteurs fabriqués avec les technologies les plus avancées, détenues par des sociétés américaines, eh bien, ces semi-conducteurs-là ne peuvent plus être exportés en Chine. Donc Taïwan peut utiliser des technologies américaines pour fabriquer des semi-conducteurs, mais ne peut plus les exporter vers la Chine. Elle peut les exporter vers le reste du monde, mais pas la Chine. Voilà une des implications concrètes des sanctions américaines des dernières années. Et donc, évidemment, dans un premier temps, c'est très embêtant pour l'économie chinoise, parce que, du coup, elle se retrouve coupée de l'accès aux semi-conducteurs de pointe. Mais les sanctions, en réalité, ne sont jamais un barrage totalement étanche. Surtout quand les sanctions, telles qu'elles sont mises en place par les États-Unis, essaient de jongler entre deux impératifs qui sont quand même assez largement contradictoires. D'une part, empêcher la circulation de certains biens. D'autre part, défendre quand même le libre-échange. Et donc, quand on a des sanctions dans un monde quand même très largement encore organisé par le libre-échange, eh bien en réalité le barrage des sanctions il n'est pas étanche, il est troué. Donc en réalité la Chine arrive quand même à accéder encore à des semi-conducteurs de pointe. Ça passe par des marchés secondaires, ça passe par des achats qui ne sont pas réalisés par certaines entreprises chinoises sous sanctions, mais des filiales. Donc il y a de multiples manières de contourner. Et au-delà de ça aussi, les autorités chinoises ont débloqué à nouveau des fonds très considérables pour encourager la production et la montée en gamme des semi-conducteurs réalisés et fabriqués en Chine. Et donc, de ce point de vue-là, la Chine, en réalité, est beaucoup moins impactée par les sanctions technologiques que les États-Unis l'espéraient, ce qui a pour implication pour Taïwan que finalement, la Chine en a moins à faire des usines de fabrication de semi-conducteurs taïwanaises. Donc, en réalité, s'il y a des dégâts dans ces usines en raison d'une invasion chinoise,
eh bien, ça heurte moins la Chine que les États-Unis maintenant. Donc ça pose les États-Unis dans une situation délicate. Elle est particulièrement délicate parce que 90% des semi-conducteurs de l'industrie militaire américaine viennent de Taïwan aussi. C'est-à-dire, Taïwan, une île à 400 km de la Chine, mais à 12 000 des États-Unis. Donc c'est aussi là, en réalité, maintenant, une vulnérabilité pour les États-Unis et pour l'armée américaine. Bah là, on est vraiment au cœur de l'actualité, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a eu, et des prochaines années, comment elles vont se passer, il y a eu un sommet à Kazan sous direction russe des BRICS en octobre dernier, je crois, si je me souviens bien. Et l'une des grandes questions, ça va être de savoir si la Chine, et notamment sa monnaie, le renminbi, parviendra à s'autonomiser ou à concurrencer en tout cas la domination absolue du dollar dans les échanges monétaires internationaux. Alors déjà, il y aurait deux axes. Le premier, c'est déjà d'essayer d'expliquer comment a émergé cette nécessité d'une unique monnaie nationale à usage international, le dollar. Pourquoi est-ce que le dollar domine à ce point-là l'intégralité des échanges internationaux et comment ça s'est passé? Et puis la deuxième chose, et qui renvoie à ce que tu disais, c'est comment est-ce que finalement les sanctions, tant celles qui ont été envers l'Iran, contre l'Iran en 2012, et notamment l'interdiction du recours à la messagerie SWIFT, dont tu pourras parler, qui permet en fait les échanges internationaux, et qui donc a empêché l'Iran de recevoir, a réduit par 4 les exportations de pétrole de l'Iran, et les sanctions contre la Russie après l'invasion de l'Ukraine, ont en fait, et de manière contre-intuitive, ou en tout cas peut-être les États-Unis c'était pas ce qu'ils voulaient, ce que tu appelles un effet d'aubaine pour le renminbi. Donc voilà, deux axes, c'est-à-dire comment s'est constituée une monnaie unique, on n'a qu'à dire, et puis comment est-ce que la Chine se réorganise à partir de ces sanctions qui sont pour elle un effet d'aubaine. Je ne vais pas faire toute l'histoire de la suprématie monétaire du dollar. Je me contenterai d'en prendre un bout qui est celui qui a le plus d'importance pour nous aujourd'hui. Eh bien, dans le cadre de la fabrication américaine, de la mondialisation, pour le dire vite et pour emprunter au titre du livre de Leo Panitch et Sam Gindin, dans le cadre de la fabrication américaine, de la mondialisation, le dollar a joué un rôle important. Dans les années 70, il y a pas mal d'instabilité. Il y a la fin de ce qu'on appelle l'ordre de Bretton Woods. Et il y avait à ce moment-là de l'incertitude si le dollar allait continuer à être la monnaie la plus utilisée à l'échelle internationale. Et il y avait une certaine fébrilité à Washington aussi autour de cette question. Et donc Washington ne se contente pas d'attendre, mais prend aussi des mesures de façon proactive pour s'assurer que le dollar reste bien la monnaie mondiale. Et parmi ces mesures, il y a notamment des négociations qui étaient secrètes avec l'Arabie saoudite autour de la facturation du pétrole saoudien. Et donc, l'accord qui a été trouvé entre les autorités américaines et saoudiennes, c'est que, effectivement, l'Arabie saoudite vendrait tout son pétrole en monnaie américaine, en dollars. Et évidemment, c'est un des fournisseurs majeurs de pétrole à l'époque, et comme aujourd'hui. Et ensuite, on peut se dire, mais quel est l'intérêt pour les Saoudiens de facturer en dollars? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec tous ces dollars qu'ils vont encaisser? Et là, c'est le deuxième volet des négociations avec les États-Unis, parce que les États-Unis leur accordent aussi des conditionnalités très très favorables pour accéder au marché financier américain, de sorte à pouvoir placer les réserves de dollars saoudiennes grâce aux exportations de pétrole sur les marchés financiers américains, de sorte à avoir un rendement continu. Et le résultat de ces négociations dans les années suivantes a été répliqué avec d'autres pays exportateurs de pétrole. Et donc voilà, ça a en quelque sorte mis fin au doute sur la suprématie monétaire du dollar, parce que la source principale d'énergie, le pétrole, a été facturé dans cette monnaie-là. Et par là, en réalité, l'ensemble des pays du monde étaient obligés
d'utiliser le dollar pour accéder à ce type d'énergie. Et donc on a là une des raisons fondamentales de la suprématie monétaire du dollar, c'est qu'il y a des effets de réseau. Plus des acteurs utilisent le dollar, plus chaque acteur nouveau est incité à l'utiliser aussi. Donc on a une sorte de boucle qui rétroagit sur elle-même tout en devenant toujours plus grande. Donc il y a une question d'effet de réseau. Il y a d'autres dimensions, comme par exemple l'ouverture des marchés financiers à une puissance militaire importante aussi. Je les détaille dans le livre. Et d'ailleurs, j'accorde beaucoup d'importance à cet aspect-là, parce que, grosso modo, tout le monde sait que le dollar et la monnaie, c'est important, mais souvent, on a du mal à mesurer en quoi c'est réellement important et quelles sont les implications de cette importance-là. Donc, j'essaie de développer ça point par point dans le livre. Toujours est-il qu'aujourd'hui, donc, le dollar se maintient comme la monnaie la plus importante, et cela apporte des avantages économiques tout à fait considérables à l'économie américaine. Il y a donc un intérêt économique de maintenir, de défendre la suprématie du dollar. Mais le dollar n'est pas seulement une question économique, c'est aussi une question de pouvoir politique extraterritorial. Et là, on revient aux sanctions. Quand on contrôle la monnaie principale, généralement, on contrôle aussi les infrastructures sur lesquelles cette monnaie est construite. Et en l'occurrence, il y a des systèmes de paiement, il y a des messageries qui en font partie. Et SWIFT est précisément une messagerie, c'est-à-dire une infrastructure qui permet d'envoyer des informations sur les transactions à réaliser d'une banque à l'autre. Pour pouvoir faire des transactions à l'échelle mondiale, donc il faut justement pouvoir faire circuler ces messages. SWIFT le permet de façon standardisée, sécurisée, rapide, donc c'est vraiment très pratique. Et maintenant, effectivement, interviennent les sanctions américaines contre la Russie, où SWIFT est un outil particulièrement important. Donc on voit là l'importance de s'intéresser aux infrastructures, parce que c'est par l'infrastructure que les États-Unis essayent d'agir et d'essayer de changer la politique étrangère russe. Ce qui est intéressant, dans la configuration des sanctions financières contre la Russie, c'est qu'on a l'impression que finalement, les États-Unis se sont un peu tiré une balle dans le pied. Les États-Unis, étant évidemment attachés à maintenir le dollar comme la monnaie mondiale, s'opposent au projet chinois d'internationalisation du renminbi, donc de la monnaie chinoise. Les Chinois, eux, se disent, nous, on n'a plus envie de subventionner les États-Unis par le biais du dollar, donc on va essayer de promouvoir l'utilisation de notre monnaie à l'échelle internationale. Et on va essayer de mettre en place des systèmes de messagerie, des systèmes de paiement qui soutiennent la circulation de notre monnaie. Ça a commencé au cours des années 2010. La Chine a enregistré des progrès tout à fait remarquables en termes d'internationalisation du renminbi, mais qui restaient modestes comparés au dollar. Et là, on a le moment des sanctions financières contre la Russie fin février 2022, où les États-Unis pensaient que, en coupant l'essentiel des banques russes de SWIFT, ils allaient pouvoir faire plier Poutine et il allait retirer les troupes. Mais Poutine, ce qu'il a pu faire, c'est qu'il a changé, pas Poutine, mais plutôt les banques et l'économie russe plus généralement. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, ok, on ne peut plus trop utiliser SWIFT, utilisons d'une part une infrastructure de messagerie russe qui a été mise en place entre-temps aussi en Russie, mais surtout utilisons les infrastructures monétaires chinoises. Et donc, de cette façon-là, la Russie, elle a totalement pu réorienter son commerce extérieur et a aussi pu réorienter la monnaie dans laquelle ce commerce est facturé. Il était essentiellement facturé en dollars et en euros avant les sanctions. Maintenant, il est essentiellement facturé en renminbi et en roubles, de sorte à ce que l'économie de guerre russe puisse continuer. Il n'y a pas eu de crise, ne s'est pas réalisé ce que le grand économiste Bruno Le Maire a annoncé, à savoir que la Russie allait être coupée du système financier international. Non, ce qui s'est passé, c'est que la Russie a simplement basculé vers d'autres infrastructures monétaires, et ce faisant, a donné un coup d'accélérateur au projet d'internationalisation du renminbi. Parce que le renminbi, c'est quand même assez impressionnant en soi, a pu absorber en quelque sorte l'économie russe, qui est quand même pas une petite économie,
Et ce faisant, les transactions réalisées en renminbi ont été multipliées en très peu de temps, et cela de manière très forte. Et puis j'ajouterai une autre dimension, c'est que ce que les États-Unis ont montré aussi avec les sanctions par SWIFT, c'est qu'ils étaient prêts à utiliser effectivement leur contrôle des infrastructures monétaires pour promouvoir leurs objectifs politiques. Jusqu'à présent, tout le monde le savait de façon un peu latente. Mais là, il y a la démonstration que les États-Unis sont prêts à faire ça, ce qui refroidit quand même pas mal de dirigeants dans pas mal de pays qui pourraient envisager qu'un jour ou un autre, les États-Unis ne seraient pas d'accord avec la politique qu'ils mènent et que donc les États-Unis pourraient être tentés d'introduire des sanctions financières, par exemple par SWIFT aussi, contre ces pays-là. Donc c'est aussi une sorte de stratégie de diversification des risques de la part de plein d'autres pays qui se jouent actuellement et qui peut jouer en faveur de l'internationalisation du renminbi, qui était certainement pas l'objectif des États-Unis quand ils ont introduit les sanctions financières contre la Russie. Et alors justement, est-ce qu'il est vraiment envisageable, parce que ça c'est quand même, ça commence à se tendre cette histoire, est-ce qu'il est vraiment envisageable que le monde se redivise, enfin c'est ce qui a l'air de se passer, mais que le monde se divise en blocs, et comment est-ce que les États-Unis vont réagir, à ton avis, à cette augmentation, à cette perte de souveraineté pas nationale, je voulais dire, internationale? Aujourd'hui, il est beaucoup question de démondialisation, effectivement, de formation de blocs. Quand on regarde les données, la mondialisation, elle stagne. Elle ne progresse plus comme elle l'avait fait pendant les 40 dernières années, mais elle ne régresse pas pour autant, ou seulement très faiblement pour l'instant. Alors évidemment, ça peut évoluer, mais pour l'instant, on est plutôt dans une situation de stagnation. Et souvent, le débat autour d'une éventuelle démondialisation, eh bien, c'est vraiment une interprétation très, très quantitative de la mondialisation où les experts, les chercheurs discutent de est-ce que la mondialisation progresse ou pas. Mais il me semble qu'en réalité, l'enjeu se situe ailleurs. L'enjeu se situe plutôt dans le domaine de l'appropriation des profits dans le cadre de l'économie mondiale. Et là, à la limite, la question de savoir si le commerce progresse, stagne ou régresse est une question plutôt secondaire. Ce qui se joue, c'est surtout la répartition à l'intérieur du niveau de commerce extérieur, par exemple, qui est très très élevé, à un niveau historiquement totalement inconnu de l'humanité. Et c'est là que se joue la vraie bataille. Donc, les sociétés américaines, elles n'ont pas envie de perdre leurs fournisseurs bon marché chinois. Et d'ailleurs, les sanctions américaines ne portent jamais sur des activités en très faible valeur ajoutée. Parce que précisément l'enjeu se situe dans les choses sophistiquées, de haute valeur ajoutée, là où les vrais profits sont réalisables. Donc on revient un peu à cette idée que dans chaque onde techno-économique, ce qui permet de s'approprier du point de vue des entreprises, ce qui leur permet de s'approprier des profits disproportionnés, c'est le contrôle de certaines technologies. Et c'est sur ça que porte la bataille. Donc il peut tout à fait y avoir des fournisseurs de bien plus sophistiqués en Chine qui envoient leurs produits aux États-Unis, et personne, je pense, va sanctionner ça. Donc la bataille, c'est pas seulement la bataille autour de est-ce qu'il y a démondialisation ou pas, mais c'est la bataille de l'appropriation des profits. Et les profits peuvent être appropriés, entre autres, évidemment, par le contrôle des infrastructures. Et donc, ce que je montre dans le livre, c'est que la Chine, justement, conteste la supervision américaine de la mondialisation en proposant d'autres infrastructures, donc numériques, monétaires, militaires et ainsi de suite. Et donc c'est là que les choses se tendent. Donc il y a cette question d'infrastructure à laquelle les États-Unis essaient de répondre dans un premier temps par des sanctions sur les semi-conducteurs, des sanctions commerciales, et une vigilance plus générale, évidemment aussi les droits de douane. Donc il y a cet aspect-là. Mais en réalité, ce qui est intéressant aussi, on peut revenir sur l'exemple des nouvelles routes de la soie, c'est que la Chine ne propose pas seulement une réorganisation de la mondialisation, enfin une réorganisation du marché mondial,
de sorte à contester précisément la mondialisation. Elle essaye aussi de séduire les pays et leurs populations, elle essaie de les séduire, elle essaie de leur faire comprendre que l'action de la Chine dans le monde est préférable à l'action des États-Unis dans le monde. Donc on a là une dimension de bataille hégémonique au sens gramscien tout à fait classique, parce que selon Gramsci, l'hégémonie c'est la combinaison du consentement et de la force. Et ce que fait la Chine à travers les nouvelles routes de la soie, c'est que elle ne règle pas seulement son problème de suraccumulation domestique, mais elle répond aussi à un vrai besoin dans les pays sous-développés, un besoin d'infrastructure. Alors selon les Nations Unies, il y a 1 billion de dollars de dépenses en infrastructure à faire chaque année pour répondre aux besoins des pays sous-développés. Donc il y a un besoin criant, et qui d'ailleurs est entre autres le résultat de la fabrication américaine de la mondialisation. Parce qu'un des aspects de cette fabrication américaine de la mondialisation, c'est le consensus de Washington, c'est les programmes d'ajustement structurel qui imposent aux pays sous-développés des programmes d'austérité. Et si on coupe dans les dépenses publiques, entre autres, on délaisse les infrastructures qui sont donc dans un état tout à fait déplorable. Et la Chine arrive, elle dit, bon, ça fait 30 ans, 40 ans que vous avez des infrastructures qui ne sont pas du tout satisfaisantes. Nous, on vous propose de construire des routes, des chemins de fer, des gazoducs. Évidemment, ça ne vient pas sans implications de dépendance. Néanmoins, la Chine réussit de cette façon-là à gagner en popularité. Et c'est souvent quelque chose qui est difficile à comprendre en France, parce que ce qu'on voit ici souvent, c'est que la Chine est un régime autoritaire. Donc ça ne paraît pas très attrayant. Mais en réalité, là, c'est vraiment un regard très franco-centré, voire très eurocentré, parce que en réalité, la Chine peut aussi générer du consentement à son action dans le monde à travers des actions aussi concrètes que la construction d'infrastructures. Donc la Chine, en quelque sorte, fait des progrès assez considérables dans la bataille pour les cœurs, en quelque sorte. Elle arrive à générer, dans les pays sous-développés, une perception croissante selon laquelle la Chine assure un monde qui est bienveillant, qui est désirable, alors que les États-Unis, au contraire, s'enfoncent plutôt dans des actions autoritaires et militaires qui, elles, sont plutôt de nature à affaiblir l'hégémonie américaine. Alors voilà, ouais, c'est vrai que tu parles notamment du double discours de Biden sur cette histoire de soft power, quoi. On passe au volet proprement militaire. Et par exemple, le double discours où Biden justifie les actions en Ukraine en parlant avec émotion des civils ukrainiens et se heurte en fait à sa position intraitable sur Gaza et sa défense de l'action du génocide en cours. Et donc, voilà, comment est-ce qu'il y a des contradictions ? En fait, c'est un des aspects les plus étranges, les plus intéressants aussi, mais de ton bouquin, c'est le fait que tu mets en avant le fait que le soft power, c'est-à-dire par exemple ce type de contradiction entre le discours pro-ukrainien et en même temps pro-israélien, ce type de discours a des véritables enjeux. Ça a des véritables enjeux internationaux dans ce conflit entre la Chine et les États-Unis. Alors quel type d'enjeu ça a exactement ? Les États-Unis ont pour ambition de maintenir leur supervision de la mondialisation, et pour pouvoir le faire, il faut être une puissance hégémonique. Et quand on est une puissance hégémonique, le reste du monde estime qu'on est une force du bien. Et quand on est considéré comme une force du bien, de temps en temps, on peut s'autoriser aussi des interventions militaires parce que ça sera perçu comme des actions qui visent à maintenir la stabilité mondiale. Donc ça fonctionne. Quand le reste du monde veut bien consentir à un hégémon, l'hégémon, il peut intervenir par la force et il peut même par là montrer qu'il est capable et prêt à défendre l'ordre qui est perçu comme étant désirable. Alors les choses se compliquent quand l'hégémon est en perte de vitesse. Quand le consentement à son ordre est de plus en plus abîmé dans le reste du monde.
et c'est la situation dans laquelle se trouvent les États-Unis. On peut l'observer, et il y a une étude assez intéressante à laquelle je fais référence dans le livre, on peut l'observer à travers les votes au sein des Nations Unies. Quand il y a, c'est une étude qui porte sur les 30 dernières années, quand il y a au sein de l'Assemblée Générale des Nations Unies un vote et 2 propositions alternatives, l'une portée par les États-Unis et l'autre portée par la Chine et ou la Russie, eh bien, c'est la seconde proposition qui l'emporte dans près de 90% des cas. Et la tendance est croissante. Ça, c'est sur les 30 dernières années. Donc, déjà sur les 30 dernières années, les États-Unis sont en perte de vitesse. On peut le voir aussi à travers d'autres indicateurs statistiques que j'évoque dans le chapitre 5. Les États-Unis sont en perte de vitesse, et c'est là qu'on a effectivement la conjoncture actuelle qui ensuite va accélérer les choses. On a d'abord effectivement l'invasion russe de l'Ukraine, où les États-Unis mobilisent beaucoup l'argument des victimes civiles pour convaincre le reste du monde de suivre les sanctions contre la Russie. Avec assez peu de succès, on va dire. Il suffit de regarder l'aspect commercial. Donc, beaucoup de pays ne suivent pas ou condamnent l'action de la Russie, mais en réalité estiment que les États-Unis sont à minima co-responsables et qu'en plus, cette guerre, du point de vue des pays sous-développés, eh bien, ça génère une augmentation de produits alimentaires, une augmentation des prix aussi des engrais, des choses tout à fait essentielles. Et donc, beaucoup de pays perçoivent en réalité les sanctions américaines comme étant le facteur principal de difficultés économiques. Et donc, ils se disent, il serait mieux que la guerre s'arrête le plus vite possible, même si c'est au prix de pertes territoriales pour l'Ukraine. Donc c'est ça une perception assez largement répandue dans les pays sous-développés. Et en plus, voilà, donc beaucoup de pays sous-développés ne sont pas particulièrement sensibles au discours américain sur les victimes civiles, parce qu'il y a déjà un passif assez lourd des États-Unis. On peut penser à l'invasion de l'Irak, les mensonges qui l'ont accompagné, et puis les scandales de torture, de viol, de violation de droits humains. Donc, l'argument des droits humains et des victimes civiles, finalement, ça ne convainc plus beaucoup de pays, parce que les États-Unis ont été beaucoup trop incohérents sur cet aspect-là. Et puis arrive effectivement la guerre d'Israël à Gaza, où là, les destructions matérielles sont massives, et évidemment, les pertes civiles se chiffrent en dizaines de milliers. Et là, les États-Unis ne mobilisent pas du tout le même argument. Donc là, c'est vraiment une illustration assez flagrante du reproche qui est fait aux États-Unis depuis longtemps par des pays sous-développés, le reproche d'hypocrisie, de double discours, de double standard. Et donc là, c'est une situation où les États-Unis sont clairement en perte de vitesse accélérée sur le plan du consentement, ce qui fait que quand les États-Unis ensuite interviennent par la force, eh bien, ces interventions seront de moins en moins perçues comme stabilisant l'ordre mondial, sont de plus en plus perçues comme déstabilisantes. Et on le voit déjà, on a des enquêtes tout à fait intéressantes sur une série de pays sous-développés et leur vision de la guerre en Ukraine, et quand ils disent les États-Unis sont co-responsables, eh bien on voit clairement que là, finalement, l'action américaine dans le monde est perçue comme déstabilisante, et donc les États-Unis sont en quelque sorte dans cette pente-là, dans ce piège de l'hégémon, où pour redresser en quelque sorte la situation, les États-Unis devraient déployer un effort de séduction tout à fait considérable. Et pourtant, ce qu'ils font concrètement, c'est qu'ils foncent dans la course à l'armement, et cela notamment dans l'Indo-Pacifique. Donc c'est tout le contraire. Donc la perte de vitesse, ça semble plutôt s'accélérer. Est-ce que tu as l'impression que l'élection de Trump, comment tu analyses l'élection de Trump finalement, dont on n'a pas encore parlé, est-ce que ça va changer la donne dans cette affaire ou pas du tout ? La première chose que je dirais, c'est que pour comprendre Trump, il faut comprendre la Chine. C'est une illustration, et pas la moindre, de l'importance de comprendre la rivalité entre la Chine et les États-Unis, parce que le phénomène Trump n'existe pas sans la Chine. Il n'existe pas parce que Trump s'appuie en partie, par exemple, sur la désindustrialisation. C'est là qu'il y a une partie de son électorat, donc dans une partie de la classe ouvrière, mais aussi la manière dont Trump polarise en ciblant systématiquement la Chine comme adversaire. Eh bien, là aussi, il y a quelque chose de très puissant.
Évidemment, je ne suis pas du tout en train de dire que Trump a raison dans ce qu'il dit ou que ce serait juste. Mais si on veut comprendre l'idéologie, il faut bien comprendre que l'idéologie, c'est le rapport imaginaire des individus à leurs conditions réelles d'existence. Et donc, il faut un bout de vérité dans un discours politique, dans un discours idéologique. Et le bout de vérité, c'est qu'effectivement, il y a cette montée en puissance de la Chine, et donc Trump polarise autour de ça. Donc, impossible de comprendre Trump sans comprendre la rivalité entre la Chine et les États-Unis, et plus spécifiquement la Chine. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on parle beaucoup d'unilatéralisme. Trump qui est clairement pas le président qui va séduire le reste du monde. Et d'ailleurs, on l'observe historiquement, à chaque fois qu'il y a un président républicain, eh bien, la popularité des États-Unis dans le monde, elle baisse. Donc il y a quand même là une sorte de tendance plus longue, mais je pense que Trump est particulièrement peu sensible aux questions de séduction. Et parfois, il semble que lui échappe certaines finesses économiques aussi. À un moment, il a dit, les pays qui veulent plus utiliser le dollar dans leurs transactions extérieures, eh bien, on va leur mettre des droits de douane. Sauf qu'en réalité, une des raisons pour lesquelles le dollar est attractif, c'est parce que les États-Unis ont des marchés financiers qui sont ouverts, parce que le reste du monde veut détenir du dollar. Mais si on force les autres à détenir des dollars, le dollar perd beaucoup de son pouvoir de séduction. Donc ça m'a semblé plutôt... ça m'a semblé clairement contre-productif. Donc il y a des choses qu'il maîtrise mal. Donc c'est la première chose. Mais ça a pu être gommé par l'administration américaine pendant son premier mandat. C'est là aussi qu'on observe en quelque sorte la force de l'appareil d'État. Donc même quand on a un président un peu erratique, qui prend des décisions qui ne sont pas particulièrement favorables à l'hégémonie américaine, eh bien l'appareil d'État assure quand même derrière. Alors est-ce que ça va être la même chose cette fois-ci ? Ça c'est moins sûr, mais ce qui est quand même assez frappant, c'est que quand on regarde cet enchaînement Obama, Trump, Biden, eh bien on a une sorte de radicalisation des politiques économiques extérieures et pas des ruptures franches. Donc il y a une sorte de continuité. On va voir si c'est toujours la même chose. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que Trump, son premier mandat, en tout cas, c'était pas du tout un mandat qui allait directement à l'encontre de la supervision américaine, de la mondialisation. Mais, et ça c'est vrai, Trump affaiblit l'hégémonie américaine et donc affaiblit la capacité des États-Unis à maintenir leur supervision. Donc c'est deux choses différentes. Trump veut tout à fait maintenir cette supervision, mais la manière de s'y prendre n'est peut-être pas la plus efficace parce que précisément, il affaiblit le pouvoir de séduction des États-Unis à l'étranger. Et alors là, ce qu'annonce Trump, c'est évidemment des augmentations de droits de douane. Et c'est assez intéressant comment les choses se mettent en place. Parce que ce qu'il a dit pour les Européens, par exemple, c'est de dire les Européens ont un excès commercial vis-à-vis de nous, vis-à-vis des États-Unis. Je leur imposerai des droits de douane de 10 à 20% tant qu'il y a ce déséquilibre commercial. Ça signifie qu'il n'y a pas nécessairement des droits de douane. Une des possibilités de les éviter, c'est de réduire l'excédent commercial européen vis-à-vis des Américains. Et c'est exactement ce que fait la Commission européenne en ce moment. Elle est en train de négocier une augmentation tout à fait substantielle des importations européennes de gaz naturel liquéfié. En plus, ça tombe bien, il n'y a plus l'approvisionnement russe. Donc voilà, c'est une manière d'importer plus des États-Unis et donc de rééquilibrer la balance. D'ailleurs, hier, il n'y a pas longtemps, dans le Financial Times, Christine Lagarde s'est aussi exprimée dans ce sens-là. Mieux vaut négocier avec Trump et augmenter les importations européennes de gaz naturel liquéfié. Dans la même veine, on peut aussi interpréter la disparition du veto français pour l'utilisation de fonds européens. Enfin, il était question au sein de l'Union européenne de mettre en place un fonds servant à acheter de l'armement. Et la France était évidemment très favorable à ça, mais à condition que ces fonds servent uniquement à acheter du matériel européen.
Et là, récemment, la France a abandonné ce critère-là et accepte que jusqu'à 35% de ces fonds peuvent être utilisés pour acheter du matériel américain. À nouveau, c'est dans cette optique d'augmenter les importations depuis les États-Unis et donc d'éviter les droits de douane. Donc, ce que j'observe à date, c'est que la stratégie de Trump semble plutôt fonctionner. Et c'est de la même façon que j'interprète aussi le menace de Trump de dire, eh bien, si des pays de l'OTAN ne remplissent pas leur objectif de l'OTAN d'avoir au moins 2% de leur PIB en dépenses d'armement, eh bien, on ne les protégera pas et si la Russie les envahit, bah, tant pis pour eux. Ce que font les pays européens, c'est que d'une part, ils ont ce fonds maintenant, et d'autre part, ils augmentent leurs dépenses d'armement. Et à nouveau, j'ai l'impression que Trump, il a plutôt finement joué sur ce coup-là, parce que ce qu'il fait, c'est qu'il transfère les coûts de la supervision américaine du capitalisme mondial vers ses partenaires. Donc il allège en quelque sorte les coûts. Et donc, ça semble fonctionner. Ça semble fonctionner. Les Européens préfèrent augmenter leurs dépenses d'armement et négocier. Donc on a aussi un véritable recentrage transatlantique de la part des Européens, qui étaient déjà depuis le début de la mondialisation, si ce n'est avant, le partenaire subordonné des États-Unis. Et là, j'ai l'impression que, en réalité, cette hiérarchie transatlantique se renforce en faveur des États-Unis. Et si on revient mon français sur l'achat de matériel américain à travers le fonds européen, il est intervenu après le résultat de l'élection américaine. Oui, tout à fait. Mais parce que le raisonnement français, c'était se dire, si on essaie d'être un peu plus souple, un peu plus arrangeant avec les Américains, c'est pas très crédible si nous on maintient notre veto contre l'éventualité d'acheter de l'armement américain avec des fonds européens. Donc ça a sauté avec l'élection de Trump. Et alors, une des questions qui renvoie plus peut-être à ton premier livre, qui s'appelait Le souverain et le marché, c'est ça, paru chez Amsterdam, qui traitait plus des théories de l'impérialisme, voire des théories... Voilà. C'est, est-ce que la Russie ou l'Iran, est-ce que ces pays-là, selon toi, pourraient être qualifiés d'impérialistes, ou est-ce que l'impérialisme doit être un terme réservé aux États-Unis ? Comment est-ce qu'on peut parler de ces pays-là, et est-ce que le terme d'impérialisme leur convient ? Alors, je reviens d'abord sur Chine-États-Unis, le capitalisme contre la mondialisation. Parce que si je devais résumer un peu l'argument du livre, eh bien, il y a cette idée que le capitalisme mine la mondialisation. Parfois, ça a un peu généré de la confusion, parce que pour beaucoup de gens, la mondialisation et le capitalisme, c'est à peu près la même chose. Alors, je précise dès le début dans le livre que la mondialisation, c'est la mondialisation réellement existante, c'est-à-dire un processus sous supervision américaine. Et ensuite, si on reprend l'histoire que je développe dans le livre, eh bien, on part des contradictions de l'accumulation du capital. On a d'abord donc la fabrication américaine de la mondialisation, ensuite la Chine qui essaie de mettre en place sa solution spatiale, et puis on a un affrontement sur les différents types d'infrastructures. Autrement dit, on a une dynamique qui va des contradictions du capitalisme vers des conflits entre grandes puissances. Et donc là, on est typiquement dans cette dynamique qui correspond à la définition de l'impérialisme de Rosa Luxembourg, c'est-à-dire l'impérialisme comme l'expression politique du processus d'accumulation du capital se manifestant par la concurrence entre des capitalismes nationaux. On a exactement cette dynamique-là, c'est à partir des contradictions et des contraintes de l'accumulation du capital que des dynamiques conflictuelles se mettent en place et sont particulièrement visibles dans l'Indo-Pacifique, plus spécifiquement dans la mer de Chine du Sud. Donc on a clairement cette dynamique-là entre les États-Unis et la Chine. Si on élargit maintenant le raisonnement, eh bien, l'accumulation du capital est un fait qu'on observe dans les pays capitalistes. Donc de ce point de vue-là, un pays capitaliste est potentiellement un pays impérialiste. Mais tout pays capitaliste ne mène pas forcément des guerres, n'envahit pas d'autres pays, ne s'engage pas dans des stratégies conflictuelles. Donc ça, c'est un autre fait. Et donc, de ce point de vue-là, il est évidemment possible pour tout pays capitaliste d'être considéré comme impérialiste, mais encore faut-il le démontrer, donner à l'appui.
Et donc, ça, on peut assez aisément le faire pour les États-Unis et la Chine. Donc là, on a un affrontement impérialiste entre deux puissances impérialistes, mais, et c'est important quand même de le souligner, qui reste très, très asymétrique. Et quand on prend justement les infrastructures, les différents types d'infrastructures les uns après les autres, eh bien, on a une sorte de grille de lecture qui permet d'évaluer assez aisément quels sont les rapports de force réels. Typiquement, sur le plan monétaire, le dollar reste très dominant. Même si, à nouveau, et c'est pareil dans tous les domaines, la montée en puissance de la monnaie chinoise, ces 15 dernières années, est plutôt impressionnante et se fait sur une période très courte. Néanmoins, c'est important d'avoir les ordres de grandeur à l'esprit, et donc, en termes monétaires, le dollar est clairement loin devant toutes les autres monnaies. Sur le plan des technologies, alors là, c'est plus compliqué, parce qu'en réalité, notamment dans les technologies de l'information et de la communication, eh bien, la Chine, dans certains domaines, se rapproche des États-Unis, dans d'autres même les dépasse. Donc là, la concurrence, elle est assez aiguë. Sur le plan militaire, eh bien, quand on regarde dans le livre où il y a un graphique sur les dépenses militaires de la Chine et des États-Unis, alors là, les États-Unis sont quand même très loin devant tous les autres pays. La Chine s'en rapproche, mais les dépenses militaires chinoises, ce n'est qu'un tiers des dépenses militaires américaines, et surtout la Chine n'a pas le même réseau de bases militaires à l'étranger que les États-Unis. La Chine a 27 bases militaires à l'étranger, tandis que les États-Unis en ont 800, et notamment autour de la Chine, alors que la Chine, par exemple, n'a pas de base dans les Caraïbes. Donc voilà, en termes d'ordre de grandeur, c'est quand même encore quelque chose de très différent. Donc on a un conflit impérialiste entre la Chine et les États-Unis, mais qui reste quand même très asymétrique en termes d'ordre de grandeur. Et c'est justement cette question des ordres de grandeur qui me paraît clé quand on analyse les dynamiques impérialistes. Parce que là, on voit clairement que, eh bien, il y a par exemple, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui est une intervention impérialiste. Donc ça, c'est un fait. Mais pour avoir une mesure de ce que ça représente à l'échelle mondiale, eh bien, il est toujours bon d'avoir à l'esprit les ordres de grandeur. Et donc, de ce point de vue-là, la Russie, ça reste relativement secondaire par rapport à, par exemple, les capacités et les infrastructures dont disposent les États-Unis. Alors voilà, justement, on peut passer sur le volet vraiment militaire. Tu en as déjà parlé, mais je vais donner les chiffres. Le Pentagone, tu dis, est le ministère de la Défense le plus riche du monde, avec un budget de 800 milliards de dollars en 2022. Le degré de militarisation de l'État américain n'a jamais été aussi élevé, tu dis, ou rarement. Et la Chine, qui est le numéro 2, augmente aussi considérablement son budget militaire. En 2004, ses dépenses représentaient 10% de celles des États-Unis. En 2013, elles dépassaient 20%. Et en 2022, elles atteignaient 37%. Donc voilà, donc c'est évidemment beaucoup moins de la part de la Chine. Il y a aussi le fait que tu as noté, c'est-à-dire que la Chine a très peu de bases militaires à l'étranger et n'a pas à financer des guerres coûteuses. Cependant, apparemment, elle crée des îles pour faire des bases militaires, c'est ça, hein. Elle a des stratégies pour essayer de créer des bases militaires. Mais alors voilà, comment est-ce que la Chine, puisqu'on voit bien que sur les différents plans dont on a parlé jusque-là, la question militaire va devenir centrale, puisque la possibilité, et ça je serais curieux, parce qu'on vit tous un peu dans cette angoisse-là, en fait, d'une troisième guerre mondiale, en fait. Donc voilà, on est tous un peu dans cette angoisse-là, et donc voilà, comment est-ce que la Chine est prête à se défendre, avec notamment, il y a des technologies que tu mets en avant comme étant des technologies clés, notamment l'intelligence artificielle, aussi dans le domaine militaire. Comment est-ce que la Chine pourrait se défendre, voire attaquer, et est-ce que, pour poser la question aussi naïvement que possible, est-ce qu'une troisième guerre mondiale te semble envisageable aujourd'hui ? Revenons donc aux données que tu viens de mentionner. Ce qu'on observe dans les données, c'est une course à l'armement tout à fait spectaculaire. Donc aujourd'hui, les dépenses militaires sont supérieures aux dépenses pendant les moments les plus chauds de la guerre froide. Donc là, on a des machines de guerre d'une taille sans précédent. Donc ça, c'est la dynamique. Et cette dynamique est évidemment principalement alimentée par les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, les derniers chiffres pour les dépenses militaires américaines de 2023, c'est 880 milliards de dollars.
Donc ça a considérablement augmenté, même en une seule année. Pour la Chine, ça a augmenté aussi assez fortement. Donc on a là, clairement, une rivalité entre deux grandes puissances qui alimente la militarisation à l'échelle mondiale et qui se déploie très concrètement autour de la Chine. C'est ça aussi le sens du pivot asiatique qui a été défini par l'administration américaine dès 2011, c'est-à-dire que le focus des Américains, eh bien, c'est autour de la Chine. Et pour ça, les États-Unis peuvent effectivement s'appuyer sur un réseau très dense de bases militaires. Donc on voit à nouveau là l'importance des infrastructures, cette fois-ci militaires, parce que c'est ça qui permet aux États-Unis de projeter la force de manière extrêmement rapide, d'avoir une logistique tout à fait sophistiquée. Et donc, c'est en quelque sorte un élément clé de l'impérialisme américain. La Chine, elle a bien compris ça aussi. C'est pour ça que maintenant aussi, elle commence à construire des bases militaires, entre autres en militarisant des îles dans la mer de Chine du Sud. Mais ça reste à une taille quand même beaucoup plus modeste et dans le voisinage de la Chine, même s'il y a quand même aussi un aspect militaire des nouvelles routes de la soie. À savoir que, en fait, tous les ports civils que la Chine construit ou acquiert le long des nouvelles routes de la soie, eh bien, ce sont des points de ravitaillement militaire potentiels. Parce que de fait, faire la guerre, c'est aussi une question très très basiquement matérielle. À un moment, il faut avoir un équipement, il faut recharger tel ou tel équipement, il faut alimenter les machines de guerre, quoi. Elles ne tournent pas toutes seules et pour ça, les ports sous contrôle chinois le long de l'océan Indien, par exemple, sont aussi des outils qui élargissent les capacités de projection de la force de la Chine. Et les États-Unis en sont inquiets, et pour cause. C'est parce que les États-Unis aussi procèdent de cette façon-là, et cela depuis assez longtemps. Donc il n'y a pas seulement les bases militaires en tant que telles qui constituent une infrastructure militaire, mais en réalité il y a aussi des installations civiles qui peuvent avoir un usage militaire. Alors la Chine est notamment de plus en plus présente sur le plan naval, donc elle a des navires de guerre, elle en construit beaucoup, ils sont très actifs, notamment dans le voisinage de la Chine, et ça crée des frictions, et même de plus en plus de frictions aussi avec les pays voisins de la Chine, du moins avec le Vietnam et les Philippines. Et là, ces dernières années, on ne compte plus le nombre d'incidents entre les navires chinois et notamment philippins, qui constituent autant de points de friction qui, même si c'est non intentionnel, peuvent déchaîner ou déclencher un enchaînement, une escalade militaire dont on ne mesure pas très bien jusqu'où elle peut aller. Donc, même sans avoir l'intention de faire la guerre, il peut y avoir des incidents de ce type-là qui dégénèrent, et plus il y a des machines de guerre présentes autour de la Chine, plus la probabilité d'un tel événement augmente. Et alors, les États-Unis sont très présentes, les États-Unis favorisent aussi la coordination entre leurs alliés, notamment le Vietnam, les Philippines, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie. Il y a plusieurs alliances militaires soutenues par les États-Unis qui eux aussi font des entraînements militaires qui combinent notamment des navires de guerre et des avions de guerre dans la mer de Chine du Sud. On a aussi la réorientation stratégique de l'OTAN qui maintenant nomme la Chine comme un enjeu de sécurité. Donc visiblement l'alliance militaire de l'Atlantique Nord estime maintenant que son champ d'action est beaucoup plus large. Donc on a tous ces événements qui montrent à quel point les États-Unis mettent l'accent sur la Chine et leurs alliés suivent. Il y a d'ailleurs cette citation du chef des renseignements allemands qui a dit devant les parlementaires allemands que la Russie, c'était juste après l'invasion de l'Ukraine, disait la Russie c'est la tempête, la Chine c'est le changement climatique. Donc voilà, ça permet un peu d'avoir les idées claires sur les véritables enjeux.
Et donc voilà, l'enjeu c'est la Chine qui elle-même aussi militarise de façon très soutenue. Et puis incite aussi, les messages envoyés aux militaires chinois sont très clairs. Par exemple, quand Xi Jinping était en visite en 2018 dans le centre de commandement en charge de Taïwan et de la mer de Chine du Sud, il a dit aux militaires il faut se tenir prêt pour la guerre. Donc ça c'est, évidemment, c'est des discours qui fitent dans les médias, donc il y a un élément de narratif derrière. Néanmoins, ça renvoie quand même à une réalité concrète, c'est que il y a une course à l'armement de la Chine qui est tout à fait manifeste aussi dans cette région. Donc si le marxisme est la science de la prédiction, comme disait ce cher Bordiga, la possibilité d'une guerre mondiale ne t'en semble pas totalement délirante. La question... dis-moi. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que l'Europe... quelle est la place de l'Europe dans ce conflit-là? Comment est-ce qu'elle se positionne, on n'a qu'à dire? Est-ce qu'elle a une singularité par rapport aux États-Unis en général ou pas du tout? Elle pourrait en avoir une, mais là, la dynamique prise, notamment depuis l'invasion de l'Ukraine, c'est une dynamique de rapprochement, de recentrage transatlantique assez rapide. Donc ça, c'est clairement l'élément clé des dernières années. Et de ce point de vue-là, l'Europe est en quelque sorte elle circule un peu à contresens si on regarde le reste du monde, où le rapprochement avec les États-Unis est plutôt vu avec plus de circonspection, alors que les Européens restent des alliés fidèles et le sont même de plus en plus. Alors, ça a évidemment des raisons historiques. Et là, on peut revenir un peu à cette idée de la bourgeoisie intérieure développée par Nikos Poulantzas. Et c'est une idée tout à fait éclairante, parce que Poulantzas dit que les investissements directs à l'étranger ne sont pas seulement un apport de nouveaux capitaux pour les pays qui les reçoivent, mais c'est aussi un processus de transformation des rapports de classe à l'intérieur du pays de destination. Et en l'occurrence, ce à quoi il pensait plus spécifiquement, c'est l'arrivée assez massive d'investissements directs américains en Europe de l'Ouest. Et il disait que ça transforme la bourgeoisie, les bourgeoisies des différents pays européens, dans le sens où la bourgeoisie nationale, qui a son ancrage d'accumulation dans son pays d'origine, se trouve désorganisée par une arrivée d'une nouvelle bourgeoisie qui, elle, trouve ses racines dans des capitaux américains investis dans des pays ouest européens. Et donc, à nouveau, on retrouve cette idée qu'au sein du capital, il y a différentes fractions et que ces fractions n'ont pas exactement les mêmes intérêts. Et alors, les pays européens, et surtout ouest européens, évidemment, sont pleinement intégrés dans la supervision américaine de la mondialisation. Et la raison profonde, en quelque sorte, de cette acceptation européenne, se trouve, du point de vue poulantzasien, précisément dans les investissements américains très massifs en Europe. Donc c'est ça la raison fondamentale. Donc c'est pas tellement les affinités de tel ou tel dirigeant politique à tel ou tel moment donné. On a une continuité plus profonde et plus durable qui lie les pays européens, notamment leur bourgeoisie, ou du moins la fraction dominante de leur bourgeoisie aux États-Unis. Ça laisse toujours une autre fraction de la bourgeoisie en Europe qui, elle, est peut-être moins heureuse de la subordination de leur capitalisme national aux États-Unis, parce que, de fait, les firmes américaines sont plus performantes, leur piquent des parts de marché, les oblige à payer en dollars, donc ça coûte cher pour les entreprises européennes, ça a de multiples avantages pour les firmes américaines que je développe aussi dans le livre. Donc, c'est pas nécessairement l'option préférée par l'ensemble du capital en Europe, mais c'est clairement l'option préférée de la fraction dominante. Et là, ces dernières années, clairement, le recentrage transatlantique, il avance de manière très très forte.
Néanmoins, on observe quand même des éléments un peu contradictoires. Récemment, Mario Draghi a publié son rapport sur la compétitivité européenne et il a pu être interprété comme une volonté de rendre l'Europe un peu plus performante alors qu'elle décroche quand même en termes d'économie, en termes de trajectoire économique par rapport aux États-Unis. Donc ça a pu être interprété comme une volonté des Européens à atténuer leur subordination vis-à-vis des États-Unis. Bon, après, dans l'ensemble, on n'a pas l'impression à la lecture du texte que ce soit la trajectoire suggérée par Mario Draghi. Néanmoins, il y a des éléments comme ça qu'on observe en Europe et qui sont potentiellement des foyers de contestation, mais enfin d'une contestation tout à fait mesurée, évidemment. Mais ce qui me semble central, évidemment, c'est de souligner que du point de vue des performances économiques en Europe, la subordination au capitalisme américain a clairement des désavantages considérables. On a pu assister à plusieurs séminaires de nos camarades des lecteurs anti-impérialistes, et notamment ils proposaient différentes définitions de l'impérialisme qu'on a déjà pu un peu aborder avec toi, mais dans les approches qui ont été faites, il y avait vraiment des approches très 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 antagonistes, et là j'ai l'impression que toi tu serais plus sur une approche similaire à celle de Claude Sarfati, d'une forme d'impérialisme multicéphale peut-être, plutôt qu'un super impérialisme monopolistique américain. Malgré l'hégémonie que tu as déjà mentionnée, malgré tout, il y a un peu une notion d'échelle que tu mets dans la définition de l'impérialisme. En tout cas, j'ai l'impression entre un impérialisme qui a une force de frappe ou une projection de puissance à une échelle globale et d'autres à une échelle plutôt régionale. Les endroits où il y a accumulation du capital sont potentiellement des endroits où se développe l'impérialisme et où on observe des interventions impérialistes. Donc voilà, ça effectivement c'est ma proposition ou ma position de fond, mais qui ensuite doit être tempérée par effectivement une analyse des ordres de grandeur et des rapports de force réels. Et si on estime que la recherche peut être un guide aussi pour l'action, eh bien, il est évidemment primordial de prendre en compte ces facteurs-là. Donc, il faut s'intéresser aux rapports de force réels et donc aux rapports économiques, aux rapports politiques. Il faut regarder les infrastructures, les batailles qui sont menées de sorte à façonner le devenir de l'économie mondiale. Et donc, avoir à l'esprit ces ordres de grandeur-là, eh bien, ça peut être une manière de guider l'action aussi parce que les priorités politiques peuvent être le reflet de ces rapports de force. Et donc, quand on regarde ça, évidemment, les États-Unis se démarquent quand même par cette singularité de toujours le pays le plus puissant au monde, et cela de loin.